Bismillah. Une semaine plus tard, alors qu'ils se trouvaient sur la sortie nord d'Atlanta, Jacques déclara qu'ils allaient prendre les photos réclamées par la cliente qu'il avait rencontrée au restaurant, quelques jours auparavant. Le ciel était bas et chargé de lourds nuages de pluie. Tout en conduisant, le détective regardait Julie de coin de l'œil. Il n'arrive pas à maîtriser l'immuable fascination qu'exerçait sur lui la cascade de longs cheveux noirs qui glissaient sur les épaules et le dos de la jeune femme, et brûlait d'y enfouir à nouveau ses doigts, d'en sentir le contact soyeux sur sa peau nue. Son corps se noyait dans un flot de désir qui commençait à lui devenir familier, tant il était fréquent lorsque Julie se trouvait à ses côtés. Et quand elle n'était pas là, c'est-à-dire quand il était seul chez lui, la nuit, il ne cessait de penser à elle, d'insomnie en insomnie, et ses rêveries nocturnes rendaient plus dévorante encore l'attirance qu'il éprouvait pour elle. « J'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir, » dit-il subitement, prêt, comme à l'ordinaire, à évoquer n'importe quel sujet, pourvu qu'il mît en échec son désir. « À mon avis, le temps est plutôt à l'orage, » rétorqua Julie, ambiguë, mais heureuse, elle aussi, de se réfugier dans le commentaire météorologique pour dissiper la tension qu'elle sentait monter en elle. En effet, elle avait le sentiment que l'orage grondait dans son corps autant que derrière les montagnes de chaque côté de la route. Jacques négociait habilement chaque virage, sans se presser, et savait que la jeune femme devait mourir d'envie de le questionner et qu'elle faisait des efforts surhumains pour contenir sa curiosité. Celle-ci était dans l'air néanmoins, presque palpable, et le détective s'en amusait. « J'ai l'impression que vous ne m'avez pas tout dit sur cette affaire, monsieur Sloan, » fit enfin Julie, n'y tenant plus. « Nous y voilà, Sherlock, » s'écria l'homme, ravi. « Vous vous demandez pourquoi il est nécessaire d'aller dans les montagnes pour prendre des photos du mari et de sa secrétaire. Eh bien, ce que vous ne savez pas, et qu'ignore aussi ma cliente, c'est que son époux est l'heureux propriétaire d'une petite maison dans les bois qui lui sert de garçonnière. »« Mais comment avez-vous appris ça ?»« J'ai mes informateurs, » répondit Jacques, énigmatique. « C'est sans importance. En revanche, ce qui l'est beaucoup moins, c'est qu'il n'existe qu'un chemin pour accéder à la maison. Et ce chemin, nous n'allons pas pouvoir l'emprunter sans risquer de nous faire repérer. Il va donc falloir traverser les bois à pied. Et j'ai toute raison de penser qu'à l'heure qu'il est, nos tourtereaux sont dans leur nid, ajouta-t-il en rangeant la voiture sur le bord de la route. La maison est à un quart d'heure de marche de l'autre côté de la colline. Vous venez ? Demanda encore Jacques, avec dans le regard un éclair de défi amusé qui n'échappa pas à Julie. J'espère que vous avez pensé à apporter une machette pour couper les branches, dit celle-ci, maussade, en constatant l'épaisseur des broussailles. Et descendirent de voiture, l'homme prit à l'arrière l'équipement photographique dont il avait besoin et condamna les portières. Il n'avait pas fait 100 mètres quand il se mit à pleuvoir. « Je vous avais prévenu, Sherlock, » ironisa le détective. « Il faut tout prévoir dans ce boulot. » « Est-ce une façon de me dire que j'aurais dû prendre un imperméable ?» demanda la jeune femme en dégageant sur son front ses cheveux déjà mouillés. Jacques éclata de rire et reprit sa marche. Quand ils atteignirent le sommet de la colline, la pluie tombait de rue, formant un rideau autour d'eux. Julie était trempée jusqu'aux os. Si cette pluvieuse épopée ne la dissuade pas de pratiquer le métier de privé, rien n'y parviendra, se dit l'homme, mais assez bizarrement, il n'était plus si pressé de se débarrasser de la jeune femme. « C'est encore loin, un quart d'heure à pied, » demanda-t-elle à bout de souffle, ruisselante de pluie, les deux pieds enfoncés dans la boue. « Patience, patience, on approche, » répondit-il désinvolte. « En fait, tout dépend de l'allure à laquelle on marche. » Elle s'apprêtait à lui décocher une réponse cinglante, à la hauteur de son indignation, quand Jacques lui intima le silence en posant son doigt contre ses lèvres. Aïe, aïe, aïe. Chut. La maison est de l'autre côté de cette rangée d'arbres, là-bas. À peine eut-il prononcé ces mots que le ciel zébré d'éclairs se déchira et lâcha une pluie torrentielle. Le premier grondement de tonnerre fit sursauter Julie. Les montagnes en répercutèrent l'écho. Le détective saisit la main de la jeune femme et l'entraîna en direction de la clairière où se trouvait l'abri des amoureux. Ils n'eurent pas le temps cependant d'échapper au déluge, et quand ils s'engouffrèrent à l'intérieur d'une cabane jouxtant la maison, ils étaient tous deux définitivement trempés. Pendant un moment, on n'entendit plus que leur respiration haletante et les sourds roulements du tonnerre. « Tout va bien ?» fit l'homme dans un souffle. « Oui, mais cette fois, monsieur Sloan, il faut que je vous fasse un aveu, » commença Julie.
Rien au monde ne me terrifie plus que les éclairs, le tonnerre, la foudre et les pluies battantes. Sans trop s'avancer, on pourrait dire que vous avez peur de l'orage. Dans ce cas, pourquoi ne pas être resté dans la voiture, dit Jacques sarcastique. Si je veux faire ce travail, il faut bien que je surmonte certaines inhibitions, rétorqua la jeune femme. Inhibition, il vous arrive encore parfois de parler comme une bibliothécaire, mais ça ne nuit pas à votre charme. Julie se dit qu'elle devait sans doute interpréter cette phrase comme un compliment. C'était le mieux que Jacques Sloan put faire en ce domaine. Pourtant, elle le croyait plus sensible qu'il ne souhaitait le laisser paraître, sous ses dehors d'ours mal léchés. Le soir, dans son lit, la jeune femme se remémorait toutes les paroles aimables que le détective avait prononcées au cours de la journée. Essayant d'y déceler les marques d'une tendre attention à son égard, elle repassait mentalement les scènes, se répétait inlassablement les mots et se faisait l'impression d'avoir 15 ans. Une idée interrompit brusquement le cours de sa rêverie. « Jacques, cette femme, je l'ai aperçue l'autre jour au restaurant. Elle n'avait pas l'air d'un monstre. Pourquoi croyez-vous que son mari la trompe ?»« Par ennui, » répondit l'homme sur le ton de l'évidence. « Ça ne me semble pas suffisant pour détruire un mariage qui a duré 30 ans, » repartit Julie. « Moi, j'étais fidèle à mon ex-mari. »« Il faut voir où ça vous a mené, » riposta Jacques trop vite, comme malgré lui. « Que voulez-vous dire » s'exclama la jeune femme ulcérée. « Je veux juste dire, » reprit doucement le détective, « qu'à présent vous trimez seul pour élever vos enfants, que votre maison a besoin d'un bon coup de peinture et qu'il n'y a personne à vos côtés. » Le visage de Julie s'empourpra. « Je ne vois pas le rapport qui existe entre la peinture de ma maison et la fidélité. J'essaie seulement de vous montrer que votre fidélité ne vous a pas été d'une grande utilité. Ainsi donc, la seule chose qui importe à vos yeux, c'est surtout de ne se priver d'aucune volupté, » explosa la jeune femme, bouleversée par la brutalité de cette réflexion. « Je ne vous parlerai pas d'amour, monsieur Sloan, car je doute que vous compreniez ce langage. Mais que faites-vous, en revanche, de l'honneur, du sens des responsabilités? Il y a cela aussi dans la fidélité. » Respect. Jacques écoutait à peine Julie. En dépit de la virulence indignée de celle-ci, sa voix lui parvenait comme à travers un brouillard. Les douces effluves de son parfum l'avaient enveloppé tout à coup, évoquant pour lui ce qu'il aimait le plus au monde. Un feu de cheminée, l'hiver, un pique-nique par un dimanche ensoleillé, et le rendait inaccessible à la colère de la jeune femme. « Je ne pense pas qu'un homme puisse jamais s'ennuyer avec vous, » fit-il en caressant tendrement la joue enflammée de Julie. Elle sentit son cœur qui s'emballait, partagé entre la fureur et le désir, puis toute la tension nerveuse accumulée en elle au cours des dernières heures se relâcha, s'apaisa sous l'effet de la caresse qui s'accentuait. Jacques emprisonna entre ses mains la tête de la jeune femme et l'attira à lui pour saisir dans un baiser passionné les lèvres qui s'offraient. Julie effleura la joue mal rasée de l'homme, le contact âpre et dur de la barbe sous ses doigts. Son léger crissement lui plaisait et elle en associait le bonheur à celui de ce baiser si profond qui dispensait en elle des vagues de désir. Le détective la sentait fragile, désarmée entre ses bras. Elle n'était que douceur et l'embrasser, c'était croquer un morceau du ciel. Elle avait l'envie de connaître cette femme, de savoir qui elle était vraiment, de se l'approprier, de la posséder, de... C'est un être humain, mon ami. Il s'écarta déchiré entre son désir et le besoin de s'expliquer, de se faire excuser, d'alléguer quelque introuvable motivation rationnelle à cet acte qui ne l'était pas. Jacques refusait à tout prix d'admettre qu'il pût être vulnérable face à quelqu'un, quel qu'il fût. Mais elle n'était pas n'importe qui, elle était elle, belle, séduisante, attirante, complexe. Il se détacha complètement de la jeune femme et, afin de dissimuler son émotion à lui-même, autant qu'à Julie, ouvrit la porte de la cabane et dit « Il fait assez sombre maintenant, on va pouvoir y aller. » Elle ne comprit pas ou crut trop bien comprendre comment, après le baiser impétueux qu'il venait de partager, cet homme était capable d'adopter un ton aussi sèchement professionnel et désinvolte. Sans doute était-il de la race de ceux qui échangeaient des caresses comme d'autres les cartes de visite. La seule idée de cette indifférence la déprimait profondément, lui donnait l'impression d'être floué par excès de sentimentalité. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-elle crânement pour dissimuler son trouble.
On va jusqu'à la fenêtre et on prend les photos. On a le droit de faire ça, ce n'est pas interdit par la loi. Julie Rogers, ce métier est toujours à la limite de la légalité, mais peut-être n'est-ce ni l'heure ni le lieu d'entamer ce passionnant débat. La jeune femme ne répondit rien. Comment cet homme avait-il pu l'embrasser avec tant de conviction, pour l'instant d'après la traiter comme une demeurée? Elle décida de se taire et le suivit donc en silence jusqu'à la fenêtre de la maison. Ils sont couchés sur le canapé, dit Jack. Que font-ils? Je vous en prie, faites un effort d'imagination, Sherlock. Pardonnez-moi, monsieur Sloane, mais moi je n'ai pas l'esprit tout entier tourné en dessous de la ceinture, riposta Julie du tac au tac. Aïe, 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 aïe. Ils ont fini, poursuivit le détective sans relever. Il fume une cigarette. Il commença à prendre des photos. Je n'ai jamais participé à quelque chose d'aussi révoltant, marmonna la jeune femme en tournant le dos. Elle prit la direction du chemin qui conduisait à l'endroit où ils avaient laissé la voiture. Quand Jacques la rejoignit, elle laissa éclater, encore, éclater son irritation. Je suppose que vous devez me prendre pour une oie blanche, commença-t-elle, la gorge serrée. Mais tant pis, je tiens à vous dire que moi, je crois encore au mariage et à l'amour. En tout cas, il y a encore en moi une petite fille qui veut croire aux contes de fées. Et je me fiche de savoir comment se comportent d'autres femmes, plus sophistiquées. Et la petite fille qui est en moi a envie d'être cajolée et aimée. Elle ne désespère pas non plus de rencontrer un jour un homme qui ait gardé en lui le petit garçon qu'il était. Je vous dis tout cela en sachant fort bien à quel point vous me trouvez ridicule, monsieur Sloane, ajouta-t-elle, comme une larme lui descendait le long de la joue. Je parie que les auditeurs historiques sont des petites filles rêvant du prince charmant. Le détective s'arrêta et entrevit cette larme qu'il écrasa doucement d'un doigt sur les lèvres de la jeune femme. « Je suis désolé, dit-il en prenant Julie dans ses bras. « Je voudrais vous demander une chose, Sherlock, ajouta-t-il après un silence. Ne changez jamais. » Je suis tout à fait d'accord, mec. Ce sont des gens comme vous qui réconcilient des gens comme moi avec la vie et avec le genre humain. Voilà, bien dit. Un jour, vous verrez. Vous rencontrerez un monsieur très bien qui sera un mari merveilleux et un formidable père pour Chip et Mickey. Il ne faut pas perdre espoir, il faut garder la foi. Il sera agent d'assurance ou banquier, il fera repeindre votre maison. Décidément, la peinture de ma maison a l'air de beaucoup vous inquiéter, répondit la jeune femme en reniflant. Mais si j'ai besoin de quelqu'un, ce n'est ni pour s'occuper de mes enfants, ni pour assurer la décoration de mon intérieur. Jacques éclata de rire et passa son bras sur les épaules de Jules. Quand ils s'engouffrèrent dans la voiture, la pluie avait recommencé à battre violemment. Mes fils vont encore se poser des questions s'ils me voient rentrer dans cet état. Voulez-vous venir vous sécher? Aïe, 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 vous sécher chez moi? Proposa l'homme. Si ça ne vous dérange pas. C'est encore pire que lui. Non, au contraire, fit-il en démarrant. Une demi-heure plus tard, il se gara devant un immeuble vieillot, en partie délabré, et fit pénétrer la jeune femme dans le hall où un plafonnier dispensait une lueur blafarde. Julie ne put cacher son étonnement. « Jacques, ne me dites pas que c'est ici que vous vivez !» s'exclama-t-elle, consternée, au moment où le détective ouvrait la porte de son appartement. « Ça n'a rien d'une maison. » Non, c'est un garni. Il y a tous les jours quelqu'un qui s'occupe de mon linge, du ménage, et rien ne m'ennuierait plus que d'habiter une maison où il faudrait tendre la pelouse, bricoler le dimanche, réparer le lave-vaisselle et autres corvées. Ce genre de responsabilité ne m'intéresse pas. Je vois, fit Julie songeuse. Je vais me sécher les cheveux, ajouta-t-elle précipitamment en disparaissant dans ce qu'elle supposait, à juste titre, être un embryon de salle de bain. Quand elle sortit une fois séchée, elle vit que Jacques avait préparé du café. Il la fit asseoir sur un canapé recouvert d'un tissu usé et prit place lui-même sur le lit. «
La jeune femme cherchait quelque chose à dire, en essayant toutefois d'éviter toute autre considération concernant le décor et l'étroitesse des lieux. Elle crut avoir trouvé oubliant que le sujet lui avait déjà valu un rebuffade. Jacques, parlez-moi un peu de l'époque où vous étiez dans la police, fit-elle entre deux gorgées de café. Puisque vous tenez tant à le savoir, répondit froidement le détective, être flic, c'est faire un boulot qui pue la drogue quand on travaille aux stupéfiants et qui se termine par la mort de 2 hommes, mes hommes. Satisfaite de la réponse, Julie Rogers? À peine l'homme eut-il prononcé ces mots qu'il se fit grief de son agressivité, mais à son sens, la jeune femme mettait trop d'insistance à poser des questions, surtout lorsqu'il s'agissait d'une période de sa vie qu'il s'efforçait à tout prix d'oublier. Quant à Julie, elle avait le sentiment que lentement les pièces du puzzle se mettaient d'elles-mêmes en place. C'est donc pour ça que vous refusez désormais toute responsabilité? Mais tu s'entends, Sahabti. Elle n'avait pas voulu dire cette phrase, mais l'avait pensée à voix haute. Elle comprit immédiatement que Jacques n'allait pas le lui pardonner. En effet, il se leva d'un bond. Il est temps que je vous raccompagne, dit-il sèchement. Enfin, Monsieur Sloan, pourquoi repoussez-vous mon amitié? Tout simplement parce que je n'en veux pas, répliqua l'homme avec brutalité. Il voulait la calme-toi, Sahabi. Il voulait la gifler moralement, la blesser pour l'avoir ainsi touchée. Mais Julie ne s'y a pas sous l'attaque. Je n'y crois pas, renchérit-elle. Vous avez l'air bougon et rude, mais vous êtes comme tout le monde. Vous avez besoin d'amour, et l'amour, c'est s'ouvrir à quelqu'un, ajouta-t-elle en se levant à son tour. Décidément, une fois encore, elle regretta instantanément ses paroles. Jacques Sloan était son supérieur, l'adjoint de son oncle, et même dans leurs quelques instants de tendresse, il n'avait jamais été question d'amour. Elle se sentit ridicule et se prépara une riposte cinglante qui, à vrai dire, ne se fit pas attendre. Votre psychologie de café du commerce ne m'intéresse pas. Pour moi, comme vous l'avez si justement souligné, le comble de l'émotion ne se trouve pas ailleurs que dans un... Dans un lit, répliqua le détective furieux. Vous devez faire partie de cette race de femmes qui croient qu'un type leur appartient sous prétexte qu'elles ont couché avec. Au début, tout se passe dans la subtilité, dans la délicatesse, et puis très vite, on se retrouve coincé entre l'église, la pelouse et la maison à repeindre. Tout ce que vous cherchez sous vos allures affranchies, c'est un mari et un père pour vos gosses. Et vous avez la prétention de croire qu'un hippie entre 2 âges ferait l'affaire? S'écria Julie hors d'elle. Où j'ai contre les hippies? Complexe, c'est-il? Mais Jacques Sloan, si j'avais un chien, je ne vous laisserais même pas le sortir. Comment pouvez-vous être assez présomptueux pour penser que je vous confierais mes enfants? Elle avait à peine articulé ces derniers mots, tant elle avait les dents serrées et la mâchoire crispée, plantée face à l'homme, les 2 poings sur les hanches. Elle était menaçante parce que, humiliée de s'être ainsi découverte, le détective ne se départissait pas d'un sourire arrogant. Maintenant, inutile de me raccompagner, poursuivit-elle en enfonçant sur la porte. Et dites-vous bien, Sloan, qu'il m'est assez pénible de vous supporter toute la journée, sans que j'envisage en plus de passer mes loisirs en votre compagnie. Vous avez peut-être l'air d'un séducteur, mais certainement pas d'un mari et encore moins d'un père. Julie claqua la porte avec une violence qui fit trembler les vitres. Jacques ne souriait plus. Oh là 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 là, décidément.